Bonjour à tous. Alors, je vois vos messages dans le chat. Donc, bonjour de Laval. Pas de son. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez? Ok, c'est bon, a priori. Webinaire. Connecté. Vous vous connectez? Parfait. D'ici. Bonjour, est-ce que dans le chat, vous pouvez simplement m'indiquer que vous avez bien le son et l'image, s'il vous plaît? On a un petit souci, a priori. On a un petit souci de connexion, ça devrait se régler. Alors, c'est tout bon, on va pouvoir démarrer. Voilà. Super. Vous avez bien la présentation qui s'affiche également dans le chat. Si vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît. Merci. Je vois, oui, c'est tout. Ok, super. Merci. Eh bien, bienvenue à tous dans ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important parce que dans un monde où le bien-être des collaborateurs n'a jamais été aussi crucial, on pense souvent que la QVCT, c'est une affaire de gros budget, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, de consultants, d'outils technologiques assez avancés. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, améliorer la qualité de vie au travail, c'est plus l'affaire de ces grands groupes-là. En réalité, on peut faire la différence avec un budget beaucoup plus restreint. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'aborder cet angle-là, de comment réussir la démarche QVCT avec un budget de 5 000 euros. Et dans la prochaine demi-heure, on va s'atteler avec Sabrina à justement pouvoir vous présenter des actions concrètes, des astuces, des tips et l'envers de ce qui peut entourer la QVCT avec ce budget de 5 000 euros. Je vais en profiter, je vais laisser Sabrina se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sabrina Varvara, je suis psychologue. J'interviens aussi dans les entreprises, tout type d'entreprises, hein, qu'elles soient industrielles, associatives ou dans le public aussi. Et effectivement, moi, je me confronte aussi beaucoup à cette question avec ceux qui veulent lancer une démarche QVCT. Il y a deux biais, hein, il y a deux freins, c'est l'argent. Ça, c'est sûr, parce qu'on peut croire qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer une QVCT.
C'est pas forcément vrai. Et puis, il y a la compétence, parce qu'on peut croire qu'on n'est pas suffisamment compétent, pas forcément légitime pour se lancer dans cette démarche. Et en discutant, pas forcément très longtemps d'ailleurs, on se rend compte que des choses sont possibles. Donc aujourd'hui, ce qu'on a envie de vous donner, c'est cet élan, c'est cette première étape pour que vous puissiez vous affranchir de ces deux biais et que vous puissiez vous lancer dans cette démarche. Et d'ailleurs, vous avez un sondage qui est disponible, donc n'hésitez pas à nous dire quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez en répondant au sondage lorsque vous souhaitez lancer cette démarche QVCT. Alors, pour me présenter rapidement, donc Joshua, moi je suis Head of Sales chez Positive You, que j'ai rejoint il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. Et au cours de cette dernière année, j'ai échangé avec un petit peu plus de 200 DRH ou RRH. Donc, je vais m'atteler à essayer de vous restituer aujourd'hui ce qui peut se faire en termes de QVCT avec un budget de 5 000 euros. Alors, au programme, on va avoir pas mal d'éléments aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va s'attaquer aux enjeux de la QVCT. Quels sont les enjeux aujourd'hui en 2024? Ensuite, on verra dans un second temps comment déployer une démarche QVCT en respectant cette contrainte de 5 000 euros. Comment collaborer efficacement avec nos équipes, parce que c'est important justement de les impliquer dans le processus. Donc, on verra comment optimiser ce budget limité. Bien sûr, on mettra à votre disposition des outils et des ressources. Et enfin, je vous présenterai Positive You à la fin de ce webinaire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. J'aurai également une proposition pour vous. Alors, les enjeux de la QVCT en 2024. Donc, pourquoi investir dans la QVCT en 2024? Alors, le paysage professionnel, il a subi pas mal de mutations ces dernières années. Donc, les modes de travail ont été complètement transformés. Aujourd'hui, le télétravail, notamment, s'est complètement généralisé sur certaines fonctions. On a un coût du désengagement des collaborateurs qui est évalué à 14 840 euros. On a une évolution on a le sens au travail qui a jamais eu une place aussi importante aujourd'hui dans la réflexion des salariés, des collaborateurs. C'est plus compliqué pour vous, RH, de recruter. C'est également compliqué de réussir à fidéliser les équipes. Et c'est une attente. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de santé mentale ou de QVCT, c'est la première attente des collaborateurs et des salariés. Donc, c'est pour toutes ces raisons que ça va être important de pouvoir se positionner dessus, que ça va être important de pouvoir apporter des réponses aux collaborateurs et de se saisir justement de cette thématique de la QVCT. Parce que la QVCT a bien des bénéfices. Et si bien sûr on observe des bénéfices à court terme, comme l'amélioration du climat social ou l'engagement et l'implication des collaborateurs, on va également apercevoir des bénéfices sur le long terme pour l'organisation, que ce soit sur la productivité des collaborateurs, mais également sur la marque employeur. Donc, la marque employeur et in fine donc sur le recrutement et sur l'image de l'organisation. Donc, il y a des bénéfices qui vont drastiquement faire la différence avec les autres organisations. Aujourd'hui, en 2024, sur la QVCT, c'est la raison pour laquelle les organisations se saisissent de plus en plus de cette thématique. Et on va essayer au cours de ce webinaire de répondre à vos attentes. Alors, de manière plus concrète, une fois qu'on a vu pourquoi c'est important, comment on déploie une démarche QVCT aujourd'hui avec un budget de 5 000 euros? Bon, alors, la première chose à faire, moi, ce que je vous conseille dans cette démarche-là, c'est déjà d'identifier les axes de QVCT que vous voulez explorer et d'en choisir un. Donc là, vous voyez, on vous a proposé 6 axes, 6 champs d'action concernant la QVCT, le management participatif, les relations au travail, l'organisation du travail, la santé, les conditions de travail, l'égalité professionnelle ou plutôt le domaine des compétences et du parcours. Et en même temps que j'ai pu vous nommer ces champs d'action, pour vous, il s'agit d'identifier quel est le contenu où il y aurait une amélioration tangible dans votre structure, où il y a une amélioration qui serait souhaitée, c'est-à-dire qu'il y a du besoin, vous avez relevé du besoin de la part de vos collaborateurs. Et puis moi, ce que je vous propose aussi, c'est de ne pas oublier quel est le domaine dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, vous particulièrement en tant qu'RH. Parce que c'est aussi une façon pour vous d'être dans le bien-être au travail que de lancer une démarche de QVCT. Il ne s'agit pas de surstresser ou de se sentir disqualifié ou illégitime dans cette démarche. Au contraire, vous avez
avez suffisamment de contraintes, on vous impose suffisamment de contraintes. En fait, dans la QVCT, l'idée, c'est d'agir en liberté et en plaisir et de choisir là où vous sentez que ça va marcher, en fait. Et donc, de choisir un objectif qui est à votre portée. Et là où vous pouvez développer le plus de réseaux et monter une équipe autour de vous, que ce soit en interne ou avec des personnes de l'extérieur. La deuxième étape, ça va être définir dans ces objectifs avec une démarche en 4 points. Donc, de comprendre les besoins de vos collaborateurs, puis de vérifier que vous êtes bien aligné avec la stratégie de votre entreprise, parce que c'est très important aussi d'avoir l'accord du top management, de rester dans votre équipe de stratégie, dans votre objectif de CODIR, et puis ensuite de définir des objectifs spécifiques. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup. Il faut en avoir un ou deux, même je dirais même parfois qu'un seul. Et vous faites une photo avant-après et cette photo, elle doit évoluer avec une planification, une mise en œuvre de ce que vous voulez faire. Donc vraiment, c'est la technique de l'entonnoir. Et puis la troisième étape, ça va être après d'accompagner votre démarche d'indicateur. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ces indicateurs, donc ces KPI, ils peuvent être soit quantitatifs, soit qualitatifs. Il y a beaucoup d'organisations qui vont se baser sur le taux d'absentéisme, sur le taux de turnover, ce type d'indicateur pour pouvoir définir, partir d'un état A et ensuite, après la démarche, pouvoir analyser et réétudier ces indicateurs-là et voir l'impact que la démarche a pu avoir sur eux ou des indicatifs qui vont être plus qualitatifs, comme l'état de satisfaction et de bien-être de vos collaborateurs, leur engagement, leur implication dans les projets de l'organisation, de l'entreprise. Mais vraiment, la situation idéale, ça va être de pouvoir combiner ces deux typologies d'indicateurs et d'avoir des indicateurs quantitatifs clairement identifiés comme importants pour votre organisation, mêlés à des indicateurs qualitatifs. Donc, voilà comment on va pouvoir aujourd'hui analyser un petit peu les actions et l'impact des actions que vous pourrez être amené à déployer. Ce qui va être important parce qu'effectivement, on parle de déployer une démarche QVCT avec un budget restreint. Ça va être important de déployer les actions à fort impact. Par action à fort impact, on attend les actions qui vont le plus impacter vos collaborateurs en lien avec leurs attentes qui ont été identifiées au préalable. Donc, lorsqu'on réalise, par exemple, un audit qui va vous donner des indicateurs sur les attentes précises des salariés, les enjeux phares. Ensuite, on va pouvoir se déployer soit sous forme d'approche collective, notamment via des ateliers, via des conférences, via ce type d'événements, ou via une approche qui va être, elle, plus individualisée. Le fait de pouvoir mettre une solution à disposition aux collaborateurs, que ce soit comme du psycho-coaching pour les faire monter en compétences, ou une solution de soutien tout simplement pour pouvoir veiller sur la santé mentale de vos collaborateurs. Il y a un point qui va être important, effectivement, lorsqu'on parle de la définition des objectifs, ça va être de pouvoir prendre en compte également le budget, parce qu'on parle d'une démarche à moins de 5 000 euros. Donc, aujourd'hui, comment matérialiser, quel est l'impact tarifaire du déploiement? Par exemple, QVCT, on a estimé le budget à 1 349 euros. C'est un budget qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir déployer une enquête auprès de vos collaborateurs et de pouvoir identifier quelles sont leurs attentes phares, mais surtout quelle est la situation actuelle. Donc ça va nous permettre d'identifier les actions sur lesquelles vous allez les axes sur lesquels vous allez prioriser les actions parce qu'importantes pour vos collaborateurs. Donc, bien sûr, sur l'alignement avec la stratégie et sur la définition des objectifs, le budget, sur l'alignement avec la stratégie, le budget estimé est de 0 parce que c'est sur les ressources internes que vous allez vous appuyer et ensuite sur la définition des objectifs et la planification de la mise en œuvre. Aujourd'hui, en tant que RH, DRH, vous allez avoir pas mal de sujets à gérer. Vous allez avoir le recrutement, vous allez avoir l'intégration, l'onboarding, la gestion des payes, le SIRH, les avantages sociaux. Heureusement, sur cette partie-là, vous allez pouvoir vous reposer sur des experts QVCT, que ce soit Positivio ou d'autres acteurs, mais vous allez pouvoir vous reposer pour pouvoir justement structurer et déployer cette démarche en état. Et donc, sur cet accompagnement, à partir d'un budget de 215 euros par mois, vous pouvez largement être accompagné par des professionnels et des experts sur ces thématiques-là. Et donc, Sabrina, on a un point qui est intéressant sur la collaboration effective entre les équipes RH ou QVCT et les collaborateurs.
Oui, alors, de l'expérience que j'ai eue, hein, parce que là, ce qui est important, pour moi, c'est de vraiment lever les freins au lancement d'une démarche et puis de se sentir en confiance. Avec les collaborateurs, ce qui est important, ça va être d'agir en transparence. C'est vraiment dénoncer la démarche et de les associer activement, mais aussi pour tous ceux qui ne diront rien, mais qui vont bien écouter et qui vont bien regarder ce qui se passe. Il s'agit vraiment de travailler en collaboration, on va dire, c'est une collaboration passive, mais ils vont être très attentifs de savoir ce qui se fait, comment ça se fait et comment on communique. Donc, la communication, elle doit absolument être transparente et c'est pour ça que dès le départ, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous lancer sur un seul objectif qui vous semble à vous vraiment à votre portée, où vous avez une marge de progression qui est accessible et pour que en fait cette démarche elle ne soit pas trop floue ou jamais atteignable finalement. Donc pour que ça soit en réussite et que vous ayez vous-même un sentiment de réussite en tant qu'RH et puis un sentiment qui se développe chez vos collaborateurs de crédibilité de ce qui est dit et fait, c'est de vraiment avoir cette démarche d'entonnoir, la démarche qu'on vient de vous proposer, et puis de communiquer de façon très transparente en informant régulièrement par tous les moyens que vous pouvez avoir, que ce soit de la communication formelle ou informelle. Et puis évidemment, en deuxième temps, les dispositifs qui sont engageants pour vous-même, eh bien, c'est soit d'engager une démarche transversale, mais là, alors ça veut dire que parmi vous, il y a quand même des gens qui sont experts, hein, qui ont déjà eu des formations, qui ont déjà eu de la compétence, qui sont déjà informés, et là, vous pouvez avoir une démarche transversale sur laquelle on peut vous accompagner là où vous avez besoin ou de l'engager. Là, c'est la démarche expert. Et puis, il y a une démarche ciblée. C'est celle que je vous propose aujourd'hui. Hein, c'est vraiment d'identifier ce que vous voulez faire et le programme d'amélioration de vos compétences qui va vous permettre de mettre en place cette démarche. Donc, de monter en compétence juste ce qu'il faut pour pour vous sentir à l'aise et en aisance. Ça, c'est éprouver une compétence. Hein, on peut vous accompagner. Vous pouvez investir sur le moyen qui vous permet, vous, ensuite, de déployer cette démarche ciblée. Et puis après, pour tous ceux qui n'ont jamais mis en place de démarche ou qui débutent et qui n'ont peut-être même pas le vocabulaire auprès du CODIR pour pouvoir convaincre et restituer votre travail, eh bien là, c'est vous former en fait à engager une démarche. Et ça aussi, on vous offre des outils, que ce soit de formalisation, de vocabulaire, d'attitude, qui vous permet ensuite d'être suffisamment étayé et appuyé pour être crédible et puis pour pouvoir assumer cette implication-là. Donc, dans ces programmes-là, vous avez compris qu'il y a des programmes d'implication et puis il peut y avoir aussi des choses qui sont beaucoup plus créatives avec des ateliers en fonction aussi de vos goûts à vous et de votre personnalité. On s'adapte largement. Exactement. Alors, quelle action prioriser pour Un maximum d'un. Le budget qui est à votre disposition, effectivement, on va se focaliser sur des actions qui vont être impactantes pour vos collaborateurs. Donc, bien sûr, se focaliser sur les ressources, et les actions à fort ROI. Pour ce qui est de l'optimisation, vous allez pouvoir. L'idée, lorsqu'on a ce type de budget, c'est de pouvoir avoir un mix entre les outils qui vont être gratuits et que vous allez pouvoir tirer chez vos prestataires. Dans le top 3 des actions à déployer. Alors, je crois qu'on perd un peu Joshua, mais... Le comité bien-être qui va vous permettre de vous appuyer aujourd'hui sur des consultants. Voilà, je vais reprendre. Hein, oui, Joshua, on te perd un petit peu. Peut-être le temps que tu réactualises. Dès que tu auras réactualisé, peut-être. Voilà, donc comme il était en train de l'expliquer, hein, les actions à prioriser pour un maximum d'impact, c'est vraiment cette logique de prioriser vos actions. Moi, j'ai tendance à dire même votre action, une par une. Et puis ensuite, de pouvoir agir par étapes en faisant bien le bilan sur où vous en êtes, vous. Parce que
j'ai trop eu d'expérience avec des RH qui soit ont arrêté leur démarche, soit l'ont pas lancé, parce qu'au final, quand ils ont réfléchi à leur démarche, ils ont senti que le sujet était trop vaste pour eux. C'est parfois une croyance limitante. Donc moi, ce que je suggère, c'est de commencer par un objectif atteignable, vraiment peut-être un petit objectif, mais 100% sûr que vous puissiez le mettre en place. Et d'ailleurs, dans les recrutements, vous pourrez en parler en disant, dans le recrutement, par exemple, j'ai pu ou nous avons pu mettre en place une démarche QVCT sur le recrutement ou sur le planning des horaires et de telle façon, etc. Mais d'abord, commencez sur un sujet qui vous appartient, qui est facile pour vous, que vous maîtrisez, parce qu'en fait, vous allez créer une routine pour vous, vous allez être efficace. Donc ça, c'est le premier objectif à avoir, c'est que vous travaillez en facilité, vous avez suffisamment d'autres sujets qui sont difficiles pour ne pas vous mettre dans une situation compliquée sur le sujet de la QVCT. Donc, commencez par un sujet qui vous est connu et facile pour vous. Vous éprouvez vos outils. Et quand vous voyez que c'est peut-être un peu difficile sur un outil, bon, vous avez énormément de documentation gratuite que vous pouvez aller chercher. Si vous avez un petit budget, vous faites appel sur un point précis à des consultants comme Positive View ou vous pouvez aussi vous informer aussi auprès de votre médecine du travail pour vous aider à construire un outil. Et puis, ces résultats positifs que vous pouvez avoir d'abord pour vous en satisfaction de votre rôle et auprès de vos collaborateurs et auprès de votre direction, parce qu'évidemment, si votre direction n'a pas compris la richesse que c'est de la QVCT, vous, en tant qu'RH, d'apporter du crédit à vos collaborateurs et à ceux qui les concernent, la durabilité de l'emploi et d'augmenter les compétences chez vous et de créer de la formation en interne sur des sujets aussi importants que le bien-être et le bien travailler, vous allez lever des problèmes futurs et donc vous allez réussir à ensuite engager plus de ressources pour vous et peut-être plus de crédit pour encore développer plus de sujets. Et à ce moment-là, vous aurez une expérience réussie qui vous permettra de vous affirmer dans des expériences peut-être un tout petit peu plus complexes, accompagnées cette fois-ci. Joshua, tu es revenu, je crois. On peut peut-être poursuivre. Exactement. Exactement. Alors, pour illustrer justement ce qu'on a évoqué avec les actions à prioriser, on a décidé de vous présenter quelques initiatives concrètes qu'on avait déployées auprès d'organisations qu'on a accompagnées avec un budget de moins de 5 000 €. Pour le premier exemple, c'est une entreprise qui évolue dans l'informatique et dans la tech de 700 salariés. Donc, la particularité, c'est que l'organisation est composée en grande partie de consultants. Et donc, les consultants, souvent, sont détachés sur le terrain, enfin, chez les clients. Et donc, c'est toujours très difficile de maintenir du lien avec ces collaborateurs-là qui ne sont pas, au final, physiquement dans les locaux, mais qui vont être détachés chez le client. Et donc là, tout le challenge, c'était de pouvoir lancer une démarche QVCT qui allait réussir à fédérer ces consultants et également avoir l'adhésion des collaborateurs. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'était un rendez-vous mensuel avec une conférence qui a lieu à distance pour que tous les consultants qui sont chez les clients puissent se connecter et avoir accès. C'est un rendez-vous mensuel au final où on va traiter d'une thématique par mois différente. Donc, une thématique sur laquelle les collaborateurs vont exprimer une envie, une volonté de pouvoir être accompagnés, qu'une thématique soit adressée. Donc, on a pu adresser la gestion du stress, on a également pu adresser des questions comme la diversité et l'inclusion, le burn-out, qu'est-ce que c'est le burn-out, quels sont les différents signes. Et ces éléments-là, ce rendez-vous mensuel-là, il a permis justement de pouvoir outiller, de pouvoir former et de pouvoir sensibiliser sur toutes ces thématiques-là, mais également de les faire échanger entre eux, que chacun puisse échanger ses bonnes pratiques, la manière dont il perçoit ou il ressent la chose, qu'il soit chez le client ou qu'il soit en interne. Et donc là, les résultats qu'on a obtenus, c'est un renforcement de la culture d'entreprise et de l'adhésion, parce que c'est un rendez-vous qui est très attendu maintenant de la part des collaborateurs qui n'hésitent pas eux-mêmes à soumettre des thématiques. Donc, c'est une première approche qu'on a déployée avec un budget de 399 € par mois et qui nous permet d'être constants et surtout de nous inscrire au final dans la durée, parce que c'est une initiative qui est reconduite tous les mois. Alors, un deuxième exemple qu'on pourrait évoquer également, c'est au sein d'une organisation qui intervient un peu dans la distribution et le commerce pour une population de 60 collaborateurs où les managers avaient du mal à échanger ensemble sur leurs problématiques. Donc, on a réussi à fédérer une communauté managériale qui se réunit une fois par trimestre. Et c'est l'occasion, là, une fois de plus, pour eux de pouvoir évoquer justement les challenges qu'ils rencontrent, de pouvoir échanger leurs bonnes pratiques
de pouvoir constater. Est-ce que c'est quelque chose que tous les managers détectent ou est-ce que c'est spécifique chez certains managers? Et donc là, lors de ces ateliers, on a pas mal travaillé sur la question du management intergénérationnel qui revenait beaucoup parce que pour les managers, c'était de plus en plus compliqué de gérer dans la même équipe des personnes de différentes générations qui ont des aspirations différentes, une vision du monde du travail qui est également différente. Et parfois, tout ce monde avait du mal à se comprendre. Et pour fédérer et engager pleinement les équipes, on a animé ces ateliers à raison de 4 ateliers sur l'année, donc 1 par trimestre, pour suivre l'évolution et les actions qui ont pu être mises en place suite aux outils qui ont été communiqués par les psycho-coachs. Et donc là, on a senti une amélioration profonde et une vraie adhésion de la part de ces managers. Et Sabrina, je crois que tu avais eu également un cas auprès d'une collectivité. Ouais, collectivité publique. Alors moi, j'avais fait, c'était pas par rendez-vous trimestriel, c'était une mission. Et en fait, c'était une mission parce que dans cette collectivité, il y avait un problème d'entente entre plusieurs cadres sur des services différents qui devaient coopérer. Et donc là, il y avait eu du coaching de direction, puis de la médiation de résolution avec cette équipe de managers pour les amener ensuite à développer d'abord de la QVCT entre eux. Hein, ça, c'était important. C'est pas que pour des collaborateurs, la QVCT, c'est aussi entre cadres, parce qu'en fait, le cadre, il est toujours là pour cadrer les autres, encadrer les autres, accompagner les autres, mais parfois, il y a un déficit de communication et de QVCT à ce niveau-là. Et ça avait créé quand même une plus-value énorme, puisque plus on monte dans l'échelle, plus les tensions coûtent cher en fait en perte de qualité et en retard d'action et en difficulté de recrutement, et ensuite les équipes vont mal parce que les cadres vont mal. Donc là, ça avait été très touchy. C'est vrai que là, on avait une mission très structurée qui avait coûté un peu plus cher que ce que tu annonces. Donc du coup, la prévention, les rendez-vous trimestriels ou mensuels, ça a beaucoup de valeur. Mais quand on peut pas, on fait une mission et ça marche aussi. Pour moins de 5 000. Moi, c'était 3 000. Tu vois, c'était encore moins que 4 500. Bon, comme quoi c'est possible, hein. C'est ce qu'on évoquait en préambule de ce séminaire. C'est vrai que de ce webinaire, c'est vrai que parfois on a le sentiment que c'est un frein absolu au déploiement d'initiatives et qu'on a tout de suite la volonté de déployer toute une grande démarche QVCT qui pourrait répondre effectivement aux 6 champs d'action que tu as présenté tout à l'heure, Sabrina. Mais effectivement, on peut commencer par des angles bien précis et avoir un vrai impact sur la vie des équipes. Et c'est très transférentiel, c'est-à-dire parce que quand on développe une technique sur un champ, en fait, on peut la transférer sur le champ d'à côté. Donc, dès qu'on commence, en fait, on capitalise de la méthodologie, on capitalise du savoir-faire et de la confiance aussi. Et après, hop, on la transfère. Vraiment, plus on en fait, enfin, la première, en fait, c'est la plus dure, mais c'est aussi la plus enrichissante parce qu'après, elle permet de développer les autres avec de l'acquis. Complètement. Ouais, ce qu'on retiendra, c'est que le plus difficile, c'est d'amorcer la démarche. Mais une fois qu'elle est amorcée, effectivement, il y a pas mal de ressources. Donc, comme c'est un frein qui revenait pas mal, on a décidé de vous partager également quelques ressources que vous pourrez analyser et voir si effectivement vous êtes éligible. Mais pour les petites entreprises de moins de 300 personnes, vous avez le fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Il y a l'assurance maladie qui prévoit également la subvention de prévention. Donc, vous aurez le document est téléchargeable directement. Vous pourrez regarder les aides auxquelles votre organisation est éligible. Vous avez également l'AFSA pour les sociétés agricoles. Et donc, pour revenir sur les retours qu'on a de la part des DRH, ce qui revient énormément, les feedbacks qu'on avait avant de déployer les démarches QVCT, et vous allez peut-être vous reconnaître dedans, c'est qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient assez compliqués à aborder. Le premier, on avait le défi effectivement du tabou, parce que parfois, il y a des cultures d'entreprise qui ont effectivement évolué avec le temps et qui ont mis la santé mentale et la QVCT au cœur de leurs préoccupations et de leur culture d'entreprise. D'autres pour lesquelles ce n'est pas encore forcément le cas. Donc là, tout le challenge, c'est de réussir à amener la direction à prendre conscience qu'un changement est nécessaire pour pouvoir être aligné avec les attentes des salariés. On a parfois, bien sûr, les contraintes budgétaires dont on a pas mal parlé au cours de ce webinaire. Et il y a aussi le challenge d'aligner. Comment on fait pour s'aligner avec la direction lorsqu'on a une direction qui perçoit la QVCT comme non prioritaire ou comme pas forcément utile à déployer dans un premier temps. Là, c'est toujours intéressant de leur rappeler que la première attente des salariés aujourd'hui, c'est la QVCT.
c'est la première attente des salariés. Pour 90%, c'est une priorité au sein de leur organisation. Et donc, au final, s'aligner sur ce volet de la QVCT, c'est également bénéfique pour l'organisation parce qu'on répond au bien-être des collaborateurs. On impacte de fait la performance et la productivité des collaborateurs et donc, in fine, de l'organisation. Et donc, c'est intéressant et c'est pour ça que c'est important d'avoir également des résultats chiffrés. Donc là, on a les résultats post-déploiement à pouvoir présenter lors des COMEX ou des CODIR pour pouvoir appuyer effectivement la volonté de déployer une démarche QVCT. Et aujourd'hui, c'est clair que les résultats sont présents. Donc, le ROI d'une démarche QVCT, on dit que pour 1 euro investi, donc d'après la dernière étude, pour 1 euro investi, le ROI est entre x8 et x13. Donc, pour 1 euro investi, la productivité et la performance de l'organisation, elle en bénéficie à hauteur de 8 ou de 13 euros. On a un impact sur l'équilibre vie pro-vie perso et on a un impact globalement sur le turnover. Et de facto, étant donné qu'on améliore la marque employeur, ça se ressent également sur le recrutement et sur l'adhésion et l'implication des collaborateurs. Alors, je vais vous présenter rapidement Positivio, justement, et comment on répond aux attentes des organisations. Et juste après, on aura une session questions-réponses où on pourra répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Donc, Positivio, nous, on intervient justement, on aide les organisations à prendre le leadership sur les questions de QVCT, de santé mentale et de bien-être. Pour ce faire, on s'appuie sur une quarantaine de psycho-coachs. Donc, c'est des psychologues du travail experts qui nous permettent de couvrir un petit peu plus d'une trentaine de spécialités thématiques, comme Sabrina d'ailleurs. Et c'est ces psycho-coachs-là qui font toute l'expertise au final de ce qu'on va pouvoir être amené à déployer. Que ce soit via du soutien psychologique, donc le fait de donner accès à vos collaborateurs à du soutien psychologique, donc sur la plateforme de Positivio et de laisser échanger par visio avec des psychologues pour l'accompagnement individuel, mais que ce soit également dans l'audit que vous allez faire de votre QVT, de votre QVCT pour pouvoir identifier les enjeux phares pour les collaborateurs et savoir exactement quelles vont être les premières actions à déployer et identifier les attentes de vos salariés. On va également vous accompagner sur les espaces d'échange collectif. Donc, les espaces d'échange collectif prennent la forme d'un atelier, d'une conférence ou d'une formation sur des thématiques assez diverses que vous pourrez retrouver dans la présentation, mais ça va vraiment des questions de prévention et de sensibilisation comme le burn-out, la gestion du stress, les comportements inappropriés, à des thématiques qui vont être, elles, plus axées sur les soft skills comme la communication non violente, le feedback, la communication intergénérationnelle ou l'agilité cognitive. Et donc, lors de ces espaces d'échange collectif, parfois, on a certains collaborateurs qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent le travailler de manière plus individualisée. Donc, c'est pour ça qu'on déploie également des psycho-coaching en one-to-one pour pouvoir les accompagner et les aider à monter en compétences sur ces thématiques-là. Et donc, ce qui peut être intéressant et ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un expert de Positivio pour pouvoir analyser votre situation. Parce que comme on l'a dit, on peut effectivement déployer une démarche QVCT avec un budget de 5 000 €, mais c'est toujours intéressant de pouvoir prioriser, de pouvoir se focaliser sur les actions qui vont avoir le plus d'impact et le plus gros ROI pour vos équipes. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un expert de Positivio de manière à ce qu'on puisse déterminer ensemble quels sont vos enjeux phares. Et on met à votre disposition, bien sûr, toutes les ressources comme la présentation qui est à télécharger, d'autres webinaires ou livres blancs. Et donc, on va regarder s'il y a des questions, peut-être, Sabrina, auxquelles on peut répondre. Ou est-ce que tu as peut-être un point que tu voulais soulever avant qu'on passe à la session questions-réponses ? Non, je crois que en fait tout est dit et que comme j'ai regardé un petit peu dans le chat et on a quelques questions. Alors comme le temps file, je te propose qu'on puisse peut-être y aller de toi, moi, voir un petit peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les dates et sur les sources des chiffres que tu avances. Alors, ouais, c'est beaucoup d'expérience aussi. Hein. Exactement. Alors, je vois dans les questions, comment avez-vous estimé les budgets? Donc, c'est des budgets réels d'actions qui ont été déployées auprès des organisations. C'est pour que vous ayez une idée qui soit la plus proche de la réalité, effectivement, de ce qui peut être fait. Donc, tous les exemples qui ont été cités, c'est des exemples d'organisations qu'on a accompagnées sur ce type de budget. Est-ce que vous avez des études, effectivement, sur les chiffres? Donc, oui, les sources sont citées dans le document. Vous avez en dessous les petites astérix avec les sources. Et effectivement, c'est très important, surtout lorsqu'on défend des projets de QVCT.
auprès de directions qui ne sont pas forcément très sensibilisées sur ces thématiques, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'expérimenter et de déployer ce type de démarche. C'est vrai que c'est des chiffres qui peuvent être assez percutants pour la prise de conscience. Alors, j'aimerais bien revenir. Alors, quelle est votre source? Les sources, elles sont indiquées sur le document, mais Josué, je sais que toi, on en a parlé en préparant ce webinaire, un exemple sur justement le management participatif. Yes. C'est très drôle que ça revienne là et j'avais trouvé super l'expérience que tu avais eue. Oui, exactement. Alors, sur le management participatif, il y a une organisation qui est dans l'industrie, qui avait une population qui était de base sur une culture d'entreprise qui était très axée sur l'obligation. Donc, c'est une culture qui est très axée sur l'obligation avec des process bien déterminés. Donc, il faut faire ça, il faut faire ci. Il y avait un exemple avec les équipes opérationnelles qui maniaient des engins et le port de la ceinture de sécurité sur ces engins. Et ils se sont rendus compte qu'au final, cette culture de l'obligation, elle portait pas forcément ses fruits parce que les personnes étaient sur des postes depuis un certain nombre d'années, avaient leurs habitudes et ne trouvaient pas toujours pertinent au final le fait qu'on leur impose de telle ou telle règle. Et donc, là, l'idée, c'était d'évoluer d'une culture de l'obligation vers une culture de l'adhésion, en les accompagnant et en leur permettant plutôt de prendre conscience du pourquoi est-ce que c'était intéressant, pourquoi c'était sécurisant de respecter tel process. Donc là, en l'occurrence, pour le port de la ceinture de sécurité. Et en changeant l'angle, justement, l'approche de l'organisation, en passant de l'obligation à OK, on va plutôt essayer d'outiller les personnes, de leur permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on met ça en place, pourquoi est-ce qu'on a mis tel process en place et de les inclure également dans cette réflexion en leur présentant la situation, en les incluant, en leur demandant OK, quelles seraient effectivement les solutions pour réduire les risques ou les accidents de travail là, dans ce cas précis. Et c'est un accompagnement au final sur vraiment profondément la culture d'entreprise et la transformation au final de la culture d'entreprise vers la culture de l'adhésion qui a pu porter ses fruits. Ouais, c'est ça. Souvent, moi, je dis que le management participatif, c'est le management du pourquoi, c'est le management du sens. Voilà, c'est pourquoi on fait ça. Et ensuite, après, découlent des réponses qui font adhésion parce que forcément, les réponses, même si elles sont différentes au départ, finalement, elles répondent au sens. Et donc, ça crée de la culture, comme tu dis. Exactement. Comment présentez-vous votre démarche QVT dans le DUERP, la mise à jour chaque année? Alors ça, c'est typiquement la méthode. Alors moi, j'utilise la méthode ANACT qui se transmet facilement. Enfin, alors facilement quand on est consultant, évidemment, je l'entends. Je suis d'accord. Nous, c'est notre expérience de tous les jours. Pour nous, c'est facile de vous transmettre ça, et c'est pour ça aussi qu'on peut vous la transmettre en très peu de séances en fait, cette technique, cette démarche, et on vous accompagne là où vous en êtes avec vos outils. Déjà, si vous me dites DURP, c'est que vous en avez un, c'est déjà bien. Vous savez que vous devez le réactualiser tous les ans, c'est top. La démarche QVCT, en fait, et le DURP, c'est deux outils qui sont quasiment, qui se superposent, quoi, sont comme des transparents. La QVCT, c'est comment je vais appliquer mon DURP dans mon entreprise et puis comment je vais le déployer. Et puis le DURP, finalement, ça va être le sommaire de ma QVCT une fois que je l'ai configuré sous un format écrit. Donc le comment, en fait, c'est le même outil, mais la QVCT, le DURP, ça va vraiment être identifier des objectifs. Qui va s'occuper de ça? Quelle est la situation problème que j'identifie? Quel est le travail prescrit, le travail réel, la différence entre les deux? Et comment j'agis pour que le travail réel corresponde au travail prescrit? Et comment j'actionne à la fois des leviers de solution à partir des problèmes réels que j'observe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fuir les problèmes. Au contraire, il faut aller les chercher parce que les problèmes sont nos amis, en fait, en QVCT et en DURP. Parce que plus on est auprès des problèmes, et ben plus on développe de la solution. Donc, les problèmes sont absolument pas des freins. Au contraire, on est un peu bizarre, mais moi, c'est ce que je dis. C'est les problèmes sont nos amis en QVCT. Parce que c'est comme ça qu'on va évoluer. Exactement. Alors, il y a Esther qui nous demande, donc vous déployez une plateforme digitale pour la santé mentale des salariés. Donc oui, effectivement. Et en ce qui concerne les RPS et les TMS. Alors, c'est intéressant que vous posiez la question. Donc, on va accompagner, bien entendu, sur les RPS. On va former les managers, notamment sur la détection des signaux, sur les actions à déployer. Sur les troubles musculo-squelettiques, c'est intéressant que vous l'évoquiez parce que tout à l'heure, en préambule, lorsqu'on parlait de la QVCT et de la santé mentale, ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers chiffres de l'assurance maladie, pendant longtemps, les troubles musculo-squelettiques, ça occupait la deuxième cause des arrêts maladie. Il y a eu une inversion
lors de ces dernières années, avec les troubles d'ordre psychologique qui maintenant sont la deuxième cause d'arrêt maladie. Donc, les troubles musculo-squelettiques sont la troisième position des raisons d'arrêt court. Et c'est même les troubles d'ordre psychologique sont même la première raison des arrêts longs aujourd'hui. Et donc, il y a une vraie raison à cela. Il y a un vrai impact sur les organisations. Et c'est pour ça que la santé mentale fait de plus en plus surface dans les réflexions des organisations, parce que ça a un impact. C'est-à-dire que qu'on traite ou pas la QVC, la santé mentale dans la QVCT, dans tous les cas, elle impacte aujourd'hui l'organisation. Et donc, bien sûr, nous, on va vous accompagner sur l'ensemble de ces volets. Il y a Stéphanie qui demande, Sabrina, peut-être, comment maintenir la QVT une fois la démarche effectuée dans l'organisation. Ouais. C'est ce qu'on appelle une démarche itinérante, en fait, itérative. C'est-à-dire qu'elle se déploie tout le temps. En fait, c'est une démarche en cycle. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais voilà, je fais un cercle comme ça parce que, en fait, c'est une démarche qui se déploie en permanence. Elle est itérative. On revient toujours au point de départ par l'évaluation de ce qu'on a évalué, de ce qu'on a mis en place pour voir si effectivement l'objectif il est bien atteint. Souvent, c'est pas tout à fait. Et c'est pas grave, c'est le but. Le pas tout à fait, ça veut dire qu'il y a des points oui, il y a des points non. Et ces points non, en fait, ils s'expliquent parce qu'au départ, on a une intention et à la fin, on a un résultat. Et la différence entre l'intention et le résultat, c'est ce qui nous permet de voir qu'au départ, on avait une idée, puis à la fin, on a du concret et on part de ce concret-là, et on voit ce qu'il nous apprend et on continue parce que comme il nous apprend des choses, il y a des voiles qui se lèvent sur des situations. Il y a un service qui va nous dire à côté, nous aussi, on peut créer une unité de travail d'observation de ce problème-là chez nous aussi, et on continue parce qu'en fait, quand on fait une QVT, comme je vous disais tout à l'heure, la démarche transversale générale, c'est pour des experts. Moi, je dis moi, mais je pense que Josué, tu es d'accord. C'est au départ, c'est de commencer par des unités, par des sujets ciblés. Vous pouvez pas faire sur tous les sujets. Donc, comment on la maintient, c'est en transférant en fait le sujet sur l'unité d'à côté, d'apprendre de l'expérience qu'on a faite pour la transférer au service d'à côté, ou bien sur un même service, c'est de conserver l'expérience et la méthodologie que vous avez utilisée sur un sujet et de développer un autre sujet l'année d'après. Il faut pas être trop ambitieux, il faut être humble, il faut savoir dire oui, on va pas résoudre tout d'un coup, mais tranche par tranche, année par année, j'ai envie de dire, secteur par secteur. Et puis en fait, on se rend compte qu'à partir d'un certain temps, on arrive à couvrir pas mal de domaines et puis de former chacun à sa propre santé, à être gardien de sa propre santé, être gardien pour le collectif et puis en même temps que le collectif soit gardien pour l'individuel. C'est là où quand même, là, on arrive sur une culture d'entreprise. Donc, commencer petit parce que ça va faire une démarche globale. Et comment maintenir la QVT une fois la démarche effectuée dans l'organisation? C'est en commençant petit et en s'élargissant. Et puis, le deuxième facteur hyper important, c'est de s'entourer, pas rester seul. Si vous êtes seul dans votre équipe à vous dire, c'est une super idée, ça va être très, très compliqué. Donc, c'est de former autour de vous une équipe, que ce soit des gens en interne ou des gens en externe, ou même de vous associer avec d'autres services qui ont la même volonté pour que quand même ça fasse renfort pour vous de lancer cette action-là. Merci Sabrina. Alors il y a Esther qui demande, avez-vous des solutions pour favoriser la prévention? Alors, je pense que Sabrina, tu seras sûrement d'accord avec moi. Je pense que la première chose à faire pour favoriser la prévention, effectivement, c'est de libérer la parole, c'est-à-dire de lever le tabou. Aujourd'hui, il y a seulement 7% des salariés qui sont à l'aise pour évoquer les problématiques d'ordre psychologique avec leur manager ou les équipes RH. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de pouvoir libérer la parole et d'avoir une culture qui favorise les échanges et qui vont favoriser la prise en charge de ce type de situation. Donc, bien sûr, c'est faisable avec l'accompagnement individuel. Mais ça peut également se faire de manière collective, un petit peu comme dans le cas de l'organisation que j'ai présentée, qu'on accompagne, qui est dans l'IT, où effectivement le fait d'avoir un rendez-vous mensuel qui va pouvoir prévenir sur différentes thématiques, ça permet tout de suite de libérer la parole, ça permet de pouvoir également se saisir de la thématique et du sujet pour pouvoir mieux la comprendre, mieux la connaître et savoir comment réagir en fonction de X ou Y situation. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça en interne. Et puis moi, j'agis toujours aussi sur différentes dimensions. C'est-à-dire que je suis persuadée aussi que quand on est RH dans une entreprise, puis que on en parle à une entreprise partenaire de dire tiens, nous on est en train de développer ça, l'autre entreprise peut nous dire aussi ce qu'elle développe ou se dire moi peut-être que j'ai envie de développer quelque chose parce que je n'y avais pas pensé. Elle a des freins en fait, elle aussi, et qu'en fait d'entreprise à entreprise de développer une intention
finalement, ça va, en guillemets, familiariser, vulgariser aussi cette démarche-là entre les cadres dirigeants. Et c'est aussi un bon levier de lever le tabou aussi au niveau des dirigeants et des entreprises, parce que en fait, moins il y a de leviers, moins il y a de tabous, plus on peut en parler, moins ça fait peur, et plus on peut aller chercher de la compétence. Donc effectivement, les tabous et en parler, en fait, ça lève les freins chez les collaborateurs, mais aussi dans le top management. Exactement. Et on a Françoise qui nous demande, fonctionnez-vous uniquement en ligne ou êtes-vous délocalisé par région? Alors aujourd'hui, on s'adapte à la demande de nos clients et dans 90% des cas, aujourd'hui, les organisations nous demandent d'intervenir en ligne. Donc c'est pour ça qu'on intervient majoritairement en ligne. Mais nos psychocoachs sont présents sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est ce qui nous permet d'intervenir en présentiel partout en France en fonction des demandes qu'on a. Ah, carrément. Donc, Complètement. ça nous permet réellement d'allier les deux, présentiel Ouais. et distanciel. Et il y a même des organisations qu'on va accompagner sur les deux formats, peut-être en présentiel pour pouvoir lancer la démarche et lancer le premier événement, et ensuite en distanciel parce qu'ils ont des populations itinérantes avec des commerciaux pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est parfois plus simple en distanciel. Et juste, je veux revenir sur Estap, parce qu'il y a un truc qui me vient, un truc qui marche super bien aussi pour lancer la prévention quand vraiment on ne sait pas comment faire et que notre entreprise, elle est un peu réfractaire. En fait, il y a tout le temps des journées nationales de. Là, en octobre, ça va être la journée nationale contre le cancer du sein, mais il y en a plein, plein, plein. Si vous allez sur Internet, journée nationale 2, vous en avez une par jour, des trucs plus ou moins efficaces pour vous. Mais ça peut être l'occasion, enfin le levier qui fait de dire, bah voilà, le mois prochain, c'est la journée nationale 2, bah, des TMS, des RPS, comme disait aussi Esther, je crois, dans un autre chat, ou Stéphanie sur la QVT, et de se dire, bon, bah allez, on lance le sujet, puisque c'est un thème de le mois prochain, c'est la journée nationale 2, eh bien, on lance le sujet sur ce mois-là, ça fait une action précise, mais ça lance le sujet et ça lève les tabous. Voilà, c'est juste, je voulais rajouter ça. Alors, avant d'engager des démarches QVCT, il est en fait primordial d'adapter le mode de managérial de l'entreprise. Ouais, exactement. Alors, les deux vont de pair, c'est-à-dire que le lancement d'une démarche QVCT, c'est peut-être ça aussi qui va permettre de faire évoluer les mentalités des managers et les faire prendre conscience, en tout cas, de la dimension de certains enjeux. Donc, c'est vraiment deux éléments qui vont de pair. Ouais, je comprends ce qui est pas dit. Enfin, je suppose, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est difficile parfois d'avoir une intention, une volonté, et puis en fait de se sentir pas trop poussé dans le même sens avec un directeur qui va dire oui, oui, sur le principe, mais concrètement pas trop. Voire même, il peut avoir des craintes. Hein. Parfois, on parle de burn-out, ils ont l'impression qu'il faut rentrer le loup dans la bergerie, alors que c'est tout l'inverse, quoi. On est en train de faciliter les processus de création, d'adaptation des personnes, et ça bonifie à la fois le recrutement et puis la production. Ouais, commencer petit. En tout cas, dans tout ce qui dit non, il y a des choses, il va dire là-dedans, qu'est-ce qui vous paraît possible? Le plus petit objectif possible pour vous, le plus petit truc qui soit abordable pour vous, ça serait quoi? Et quand vous posez cette question-là, il va vous dire quelque chose, parce que c'est rare quand même qu'ils disent non, vraiment de façon non à tout. Ils vont dire oui, je veux bien qu'on travaille là-dessus. Ben, on commence par ça, et puis finalement, ils vont avoir tellement de retours positifs qu'ils vont se dire bon, bah, continuez votre démarche, je vous fais confiance. Quelque part, le RH, il doit aussi avoir la confiance du directeur, même si le directeur, il n'est pas d'accord sur tout, ben, c'est la légitimité du RH, mais c'est vrai que ça se construit ce type de relation. Complètement. Et la dernière question que je vois dans le chat sur le choix des psychocoachs. Alors oui, effectivement, tous nos psychocoachs sont experts dans leur domaine. Et le point commun, c'est que c'est tous des psychologues de formation. C'est tous des psychologues du travail. Et il y a des parcours qui sont très différents pour justement pouvoir apporter et répondre à tous les besoins des organisations. On a des psychologues du travail, mais qui ont également été DRH dans le passé. Donc, qui vont avoir eux-mêmes expérimenté les questions aujourd'hui que vous avez sur le déploiement d'une démarche QVCT, sur comment convaincre le management, mais également sur les questions de management. Donc, on a différents profils de psychocoachs qui sont effectivement sélectionnés en fonction de leur expertise sur les différents domaines. C'est ce qui permet aujourd'hui à Positively de pouvoir couvrir l'ensemble des domaines ou des enjeux qu'on peut être amené à rencontrer dans une organisation. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'actualise.
Je crois qu'on a fait le tour pour ce webinaire. Et surtout, on vous invite, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à prendre rendez-vous pour pouvoir évoquer votre démarche QVCT spécifique à votre entreprise. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour pouvoir bénéficier de l'expertise de nos experts. Enfin, c'est clair, super. Alors, on a les résultats des sondages qui ont été publiés. Donc, ça va être intéressant. Quelle est la contrainte la plus importante dans le déploiement de votre démarche QVCT? Et donc, dans 21% des cas, c'est le budget. C'est ce qui revient le plus. Ensuite, le manque d'engagement et de soutien de la direction, effectivement. Et la difficulté à une culture d'entreprise résistante au changement. L'identification des actions QVCT à déployer. Ah, ça, c'est important parce que ça a été un peu l'objet de vraiment travailler comme ça en entonnoir et d'identifier au moins une, et dans cette action-là, d'identifier vraiment une section encore plus petite pour s'exercer et puis avancer, quoi. Exactement. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. On reste disponible si vous avez des questions directement. Il y a nos contacts qui s'affichent. Et Merci. Il n'y a pas de nouvelles questions. Oui, et la présentation, vous pouvez la télécharger en descendant dans l'onglet ressources. Vous pourrez télécharger la présentation. Merci Sabrina. Merci à toi, Joshua. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.